Plus de 25 ans après sa sortie, Télé Loisirs a revu le pilote de la série galactique la plus emblématique de la trilogie du samedi. Et les surprises étaient nombreuses au rendez-vous. Impossible de dissocier mes samedis soirs de la fin des années 1990 et début des années 2000 de cette immense porte circulaire aux mystérieux hiéroglyphes et de son jet bleu jaillissant à chaque départ pour un monde extraterrestre. Inimaginable également d'oublier la musique épique, métaphore sonore du lancement d'un assaut, qui ouvrait chaque épisode de Stargate SG-1. La série sortie en 1997, pionnière pour avoir massivement fait entrer la science-fiction dans le foyer des Français chaque semaine, bien plus largement que la néanmoins excellente franchise Star Trek, est en réalité la suite d'un film sorti 5 ans plus tôt qui posait les jalons de l'existence de la fameuse Porte des Étoiles et introduisait les personnages de Jack O'Neill et Daniel Jackson, à l'époque respectivement incarnés par Kurt Russell et James Spader. Si j'ai découvert le film bien plus tard, ma passion pour cette série qui m'a emmené à la découverte des tréfonds de nombreuses galaxies était déjà bien là. Et quand la série s'est achevée 10 ans et autant de saisons plus tard, j'avais des personnages préférés bien établis, à l'instar de Samantha Carter et de Teal'c. Alors quand j'ai revu pour la première fois le premier épisode avec un quart de siècle de visionnage de série imprimé dans la rétine, autant dire que mes repères étaient aussi présents et fiables que Richard Dean Anderson dans la saison 10. Stargate SG-1, mais enfin, que deviendrait la galaxie sans les États-Unis? Autant le dire honnêtement, si les Américains ont de nombreuses qualités, la modestie n'a jamais fait partie. Des séries comme Homeland venant pas manquer de nous rappeler la grandeur des États-Unis et combien nous ne serions rien sans eux. Et alors qu'on retrouve souvent la mécanique des USA contre le reste du monde, avec autant de raffinement qu'une télé-réalité de W9, là on passe la vitesse supérieure, les USA contre le reste de l'univers. Dès le premier épisode, la série place de nouveau le pays dans le rôle du sauveur et protecteur de l'humanité faussement modeste. Rajoutez à ça Richard Dean Anderson, qui reprend donc le rôle de Kurt Russell en tant que colonel Jack O'Neill, croisement peu subtil entre ces restes de MacGyver et le stéréotype du loupard militaire et solitaire qui, aujourd'hui, n'est pas sans rappeler l'insubmersible Gibbs dans NCIS, et vous obtenez un pilote bien patriotique voire problématique sur les bords. À l'image du statut de guide intellectuel et spirituel gratuitement conféré à Daniel Jackson, Michael Shanks, après qu'il ait passé quelques années parmi un peuple extraterrestre dont le casting et les costumes font grossièrement penser aux représentations caricaturales des populations du Moyen-Orient déjà bien essorées dans le monde de la fiction américaine. Si je ne m'attendais évidemment pas à une série politiquement de haut vol, le retour sur Terre est un peu violent quant à l'aspect stéréotypé de ses premières intrigues. Stargate, des personnages pas près de recevoir l'Oscar de la subtilité visuellement, la série n'a pas extrêmement bien vieilli, sans pour autant être plus datée qu'un Buffy contre les vampires ou Charmed. À l'exception peut-être des costumes des Jaffa, dont les cottes de mailles bas de gamme et les casques en forme de tête de serpent auraient plutôt tendance à nous chatouiller les zygomatiques qu'à mordre nos peurs de l'envahisseur. En termes de personnages, je passerai assez rapidement sur les personnages de Jack O'Neill et Daniel Jackson, assez peu intéressants du début à la fin car enfermés dans des rôles de monsieur je sais tout mieux que tout le monde et même que le président ok. Côté scientifique, Sam Carter, Amanda Tapping, s'avère bien plus intéressante et la meilleure surprise de ce début d'épisode grâce à un aplomb et un culot dont je ne me rappelais pas. Preuve en est la réplique cinglante qu'elle lance au colonel après une minute de temps d'écran, ce n'est pas parce que mes appareils génitaux sont à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur que je ne peux pas encaisser autant que vous. Le tout d'un calme olympien, évitant l'écueil cliché de la furie qui crie.
Le personnage fait donc enfin souffler un vent de modernité dans la base poussiéreuse de tout CG. Ijo en puissance. Et non, donner une tragique histoire familiale à Jack ne lui accorde pas automatiquement une profondeur touchante. Bienvenue dans la galaxie des métaphores trash et gratuites. Le second prix de la surprise revient à Teal'c, Christopher Judge, que l'on présente tout d'abord comme un ennemi à la nation. Ce n'est pas avant les 10 dernières minutes de ce pilote d'1h30 qu'il révèle le visage d'être doux et doté du sens de la justice qu'on lui connaît. Avant cela, on le laisse se rendre coupable de complicité d'enlèvement, de viol et autres violences imputées aux envahisseurs. De quoi mitiger l'enthousiasme que j'entretenais pour lui dans mes souvenirs. Et d'ailleurs, on assiste à une scène de quasi-viol assez insoutenable à regarder perpétrée par un Goa'uld, alien largement inspiré de la créature de la franchise du même nom, sortant du ventre d'une Jaffa. En plus d'offrir une scène plutôt trash pour une production puritaine, on nous offre ici une métaphore assez grossière, l'invasion et de l'envahisseur. Si on retrouve avec nostalgie certains de nos personnages emblématiques préférés, difficile de ne pas voir que l'écriture du scénario a mal vieilli et que le visuel souffre de la comparaison avec les superproductions qui ont suivi traitant du même sujet. Si l'on veut revoir Stargate, peut-être vaut-il mieux se diriger vers les dernières saisons ou sa cadette, Stargate Atlantis. The man I love just had